Tout est politique, bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Au menu cette semaine, Nicolas Sarkozy forcé de sortir du bois et prend à témoin les Français de l'acharnement judiciaire dont il estime être victime. Yves Tréhard, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Crédible ou pas cette thèse de l'acharnement judiciaire ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il devait sortir du bois, il devait s'exprimer, le président de la République, pour deux raisons. Pour une raison judiciaire, les charges qui sont prononcées contre lui sont des charges graves. Corruption active, c'est un mot qui résonne dans la conscience populaire comme quelque chose qui relève de la mafia, qui relève du trafic de drogue. Et puis pour des raisons politiques, parce qu'il fallait qu'il marque sa présence à l'intérieur de son camp, où à l'intérieur de l'UMP, ça ne va pas fort. Décryptage et analyse avec vous dans quelques instants. À l'étranger, un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie a été proclamé. Ça y est, Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Les djihadistes du monde entier ont leur nouveau pays ? Ils ont leur djihadistan, si je puis dire, mais en même temps, ce qui serait intéressant de suivre, c'est de voir la scission entre ce califat, de l'État islamique, et Al-Qaïda. Tout est politique. Nicolas Sarkozy parle de machination politique. 18h avec les juges, Nicolas Sarkozy est accusé de corruption active. Il a décidé de passer de la salle sombre de la garde à vue à la lumière de la télévision. On l'écoute. Il n'y a jamais eu le moindre système de double facturation, que les 17 millions qu'on prétend dépendre de ma campagne qui ont été cachés, c'est une folie. Personne, jamais, ne peut imaginer que les enquêteurs du Conseil constitutionnel ou de la Commission des comptes de campagne soient passés au travail. J'aurai à décider, après un temps de réflexion, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, de ce que je devrais faire. Et vous pensez que la France et les Français ont besoin de vous ? Le fait même que vous me posiez la question, monsieur El Kabbach, comme je ne peux pas imaginer que cela dissimule une espérance, montre que la question se pose. Yves, là, Nicolas Sarkozy, dont on vient de voir donc les extraits sur l'affaire Pygmalion, l'extrait sur son retour à la rentrée ou pas. Mais tout d'abord, c'était une interview enregistrée. Là, on vient de le voir, c'est dans son bureau personnel, alors que Nicolas Sarkozy, normalement, fait toujours du direct. Est-ce que c'était, selon vous, du bon Sarkozy ? Sans doute du bon Sarkozy pour le noyau dur, je dirais, de la droite et le noyau dur de l'UMP. Parce que le problème de Sarkozy, il faut le savoir, c'est que depuis un an, il perd énormément de soutien à l'intérieur de son camp. Dans les sondages, il a perdu entre 15 et 18% de soutien à l'intérieur de l'UMP. Il est toujours le leader de l'UMP. Alors, ce qui explique le sondage des militants, il n'y aurait plus que 72% de militants qui lui sont favorables. Oui, ce qui est exactement. Donc il était urgent qu'il revienne sur le devant de la scène pour cristalliser ce soutien. Mais c'était pas un peu trop chaud, là, trop rapide, quelques heures après sa garde à vue ? Parce que, encore une fois, la garde à vue a marqué les esprits. Il a été traité quand même comme n'importe quel justiciable, alors qu'il n'est pas comme n'importe quel justiciable. C'est l'ancien chef de l'État. C'est 2 heures du matin, 2 heures du matin, mise en garde à vue. C'était pas obligatoire, cette mise en garde à vue. Pas obligatoire. Regardez, Jérôme Cahuzac, qui est poursuivi dans une affaire de placement à l'étranger d'argent, eh bien, il n'a pas été mis en garde à vue. Il a été convoqué. Mais il y a fait allusion. Nicolas Sarkozy a fait allusion. Donc, il faut dire que Cahuzac a reconnu les faits, alors que Nicolas Sarkozy les nie, ces faits-là. Donc, il était urgent qu'il revienne. Et évidemment, il laisse planer le doute sur la rentrée, mais il sera évidemment de retour d'une façon ou d'une autre à la sortie de l'été, et il sera candidat à la présidence de l'UMP. Et est-ce que quand il dit que le gouvernement instrumentalise la justice, et qu'il attaque Valls, qu'il le traite de menteur, Madame Taubira, le menteur... il les désigne, nommément. Il les désigne. Est-ce qu'il a raison ? Alors je crois qu'il faut faire la part des choses dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Il ne dit pas que ce sont eux qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire que ce sont eux qui décident des chefs d'inculpation, qui décident du moment où la justice doit agir. En revanche, ce qu'il dit, et c'est fort probable, puisque en France, encore une fois, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire est sous la tutelle, sauf pour les juges du siège, du ministre de la Justice. Il est certain, et on en a la conviction, que les hommes politiques, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président de la République, sont tenus informés de l'évolution
des enquêtes. Donc de l'affaire des écoutes, parce que tout part de l'affaire des écoutes en part de grande l'affaire des partie. écoutes, Donc est-ce que c'était légal? Alors, cette affaire d'écoute, elle n'est pas légale à 2 titres. D'abord parce qu'on n'a pas le droit de faire des écoutes contre un avocat de façon préventive. Il faut qu'il y ait déjà une suspicion forte de délit qui soit constitué, et à ce moment-là, on peut écouter un avocat. Mais on n'a pas le droit d'écouter un avocat au titre des droits de la défense, évidemment, et du droit de la vie privée, de converser. Deuxièmement, ces écoutes, elles répondent à une façon d'œuvrer qui est par filet dérivant. C'est-à-dire que vous sautez d'une affaire à l'autre, et ça, c'est très, très critiquable. Alors, on revient à l'entretien. Il y a une volonté de m'humilier. Il utilise d'ailleurs ce terme à 3 reprises. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que Nicolas Sarkozy s'est un petit peu positionné comme une victime lors de cet entretien? Je dirais que c'est une posture qui est souvent utilisée en politique, qui est chère à Ségolène Royal, qui est chère à Manuel Valls. Et Nicolas Sarkozy, il sait manier ça. Et c'est évidemment en vous posant en victime, quand vous êtes seul contre tous, eh bien que vous pouvez attirer la sympathie. Mais les Français aiment bien ça, c'est ça, et ils les soutiennent. Français aiment ça. Et dans cette position de victimisation, il ne donne pas les noms des 2 juges d'instruction, mais il parle de ces 2 dames. Yves Tréhard, ces 2 dames, qu'ont-elles vraiment à se reprocher? Alors, ces 2 dames... Est-ce qu'elles ont quelque chose à se reprocher d'ailleurs? D'abord, elles font leur métier. Oui. Elles sont magistrates au pôle financier. Il en veut à ces 2 dames. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en garde à vue et qu'il a été entendu par des policiers avant d'être transféré devant les juges à 2h du matin. D'où Et l'humiliation. là, il y a une humiliation. D'ailleurs, vous avez vu, il a fait la distinction entre les policiers à qui il a rendu hommage en disant « Moi, j'ai rien contre eux ». En revanche, les magistrats, souvenez-vous, quand il était président de la République, il les avait traités de petits pois. Ce qu'il n'avait pas fait de mieux d'ailleurs, parce qu'évidemment, maintenant, ça revient en boomerang. L'une de ces 2 juges, et ça, tout le monde le sait, est une militante, ou l'a été de façon très active, du syndicat de la magistrature. On en est sûr, ça, parce qu'il y a des zones d'ombre quand même. Certains. Elle a été militante au syndicat de la magistrature. Elle a même été déléguée générale pour l'Île-de-France de ce syndicat. Ce syndicat est né juste après 1968, et syndicat qui est réputé de gauche. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce syndicat de la magistrature, qui est à gauche, en effet, est en train de vouloir régler ses comptes avec Nicolas Sarkozy? Alors, je ne sais pas s'il règle ses comptes. Ce qui est sûr, c'est que ce syndicat représentait près d'un tiers des magistrats il y a encore quelques temps, et qu'après l'affaire du mur des cons, sur lequel énormément de journalistes, de politiques, de magistrats... Avec Nicolas Sarkozy au centre. Voilà, Nicolas Sarkozy, parce que justement, ces gens-là sont considérés presque comme des fascistes, comme des ennemis. Eh bien, il est sûr que, si vous voulez, ça a eu un impact énorme, ce qui fait que le syndicat de la magistrature, à l'intérieur de la profession de magistrat, a eu de moins en moins de succès. Et aux élections professionnelles, ils ont perdu beaucoup de terrain. Tout est politique, on passe tout de suite à l'Irak. Fini l'État islamique en Irak et au Levant, place au califat de l'État islamique. Un califat qui s'étend de la province d'Alep dans le nord de la Syrie jusqu'à l'est de l'Irak. Avant de regarder le sujet de David Neyman, Christian, d'abord je voulais vous poser une question. Qu'appelle-t-on un califat ? Le califat nous ramène au 7e siècle, au temps des califes, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le califat. C'est ce qui incarne ce qu'il y a de plus radical au sein de l'islam aujourd'hui. Donc, si vous voulez, le califat aujourd'hui qui vient de se créer, de s'implanter dans la région dont vous parliez à l'instant... Ça fait très ancestral. Ça fait très ancestral, mais aujourd'hui, on peut dire que Abu Bakr al-Baghdadi, qui est le calife, le successeur de Mahomet, quelque part, est en train de réussir là où Al-Qaïda avait échoué. On va en parler dans un instant. On regarde tout de suite le sujet de David Neyman. L'annonce est tombée dimanche, un enregistrement audio publié sur Internet. L'État islamique a désigné en tant que calife le cher djihadiste, imam et descendant du prophète, Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Il a accepté la proposition et devient ainsi l'imam et le calife de tous les musulmans. Moins de 3 semaines après la prise de Mossoul, les djihadistes sunnites de l'EIL annoncent le rétablissement du califat. 800 km séparent Alep au nord-ouest de la Syrie, de Diyala à l'est de l'Irak. Des territoires désormais régis par la charia. Ils pensent créer un véritable État. Et si nous lisons l'histoire, ce genre d'État islamique est obligé d'exporter à un moment donné pour se développer. Au bord de la décomposition, l'Irak n'a plus le choix. Samedi, les forces irakiennes lançaient une contre-offensive pour tenter d'enrayer l'hémorragie. 125 terroristes ont été tués.
96 frappes aériennes ont été menées, le moral de l'ennemi s'effondre. La coordination avec les États-Unis n'en est qu'à son début. Des avions de combat russes livrés en toute hâte, des combattants kurdes, les Peshmerga, comme rempart au nord. Mais à Bagdad, c'est un climat d'angoisse qui entoure les courses du Ramadan. Cette année, pour nous à Bagdad, il y a un peu moins d'activité à cause de la situation. Les gens viennent moins, les familles ont peur. Un sentiment de pessimisme aggravé aussi par l'impasse politique. Christian, revenons un petit peu justement sur ce chef de l'État islamique là, qui a été proclamé, Abou Bakr al-Baghdadi, une personnalité trouble, mystérieuse, un peu un anti-Ben Laden. Un anti-Ben Laden, oui, parce que depuis plusieurs mois, il est en opposition frontale, en choc frontal avec Ayman al-Zawahiri, qui est celui qui a succédé à Bin Laden après la mort de Bin Laden. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, donc, incarnait le lead du djihadisme international après les attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Mais maintenant, les choses ont changé sur le terrain et on voit bien que Abou Bakr al-Baghdadi a supplanté Al-Qaïda, a supplanté Ayman al-Zawahiri et que donc maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de suivre où va mener cette scission qui est entre les deux dans toute la région. Ça, c'est une des questions à laquelle il faudra répondre. Et que fait les États-Unis là? Quelle est la position des États-Unis par rapport à l'émergence de cet État islamique? Écoutez, le jour où il y aura une position cohérente au sein de la Maison-Blanche, on y verra plus clair. M. Obama, ces derniers temps, a surtout dit à M. al-Maliki, il vous faut un gouvernement d'union nationale qui rassemble les sunnites, les chiites, les protagonistes de la crise, et les Kurdes. Bon, M. al-Maliki n'a pas obtempéré. M. al-Maliki, on l'a dit, c'est la puppet, c'est le pantin de l'Iran. Et c'est vrai qu'il joue pour l'Iran, et donc il joue pour la majorité chiite, et qu'il n'a pas l'intention d'obtempérer. Maintenant, vous avez Joe Biden, que vous connaissez, le vice-président américain, qui en 2006 nous avait dit ce qu'il répète en 2011, au moment où il y a le retrait américain d'Irak, et qui dit, finalement, la seule solution dans ce pays, c'est la partition, avec les Kurdes au nord, les chiites au centre et les sunnites au sud. Franchement, où est la vraie position américaine aujourd'hui? Donc il y a comme un vide. Mais les Américains sont sur le terrain, on l'a dit la dernière fois. Il n'y a pas de coordination avec l'Iran qui a quand même envoyé quelques commandos Al-Quds sur le terrain avec les gardiens de la Révolution, les Pasdaran. Donc les Américains n'ont pas envie de s'impliquer dans cette affaire, il faut le redire, mais en même temps, ils disent beaucoup de bêtises. Et les conséquences vont être certainement très graves. Elles le sont. Elles le sont déjà. Tout est politique. Les images de la semaine. Christian, on reste avec vous. Votre image de la semaine, ce sont Eyal, Gilad et Naftali, les 3 étudiants israéliens qui avaient été kidnappés le 12 juin dernier, qui malheureusement dont les corps ont été retrouvés inhumés sous de la terre près de Hébron. C'est tragique ce qui est en train de se passer. Parce qu'on le voit bien, il semblerait, je reste prudent, mais que tout ait été instrumentalisé par le Hamas. Depuis ce mariage entre le Hamas et le Fatah de M. Mahmoud Abbas, on voit bien que le Hamas prend le dessus. Et de toute façon, tant que le Hamas, qui est une organisation terroriste, on ne va pas tourner autour du pot, tant que le Hamas n'aura pas connu le droit à l'existence d'Israël, on n'aura jamais la paix dans la région. Entre-temps, il y a eu des représailles, c'est la loi du talion. On a le sentiment qu'on est dans un début de 3e intifada, et c'est grave de conséquences, là aussi, et on ne voit pas à l'horizon de réelle volonté politique de parvenir à un accord de paix qui arrangerait finalement tout le monde. Mais je dis que la situation est explosive et que de toute façon, le Hamas ne fera jamais la paix. Yves, vous voulez ajouter ? Oui, je dirais que c'est aussi l'expression, ce qui se passe là, c'est de l'échec complet. Et il faut le souligner quand même de la politique américaine, de la politique étrangère américaine. Parce que la politique américaine, il a essayé, Obama, la première année de son premier mandat, de s'occuper de ce conflit israélo-palestinien qui dure. Il a échoué et depuis, il a tourné le dos à ce conflit, il ne se n'est pas occupé. Il a un peu baissé les bras. Il a baissé les bras, position de retrait. Tout comme il a changé aussi, enfin il n'a pas changé, tout comme il a fait montre d'une extrême faiblesse vis-à-vis de l'Iran. Et il a eu un dialogue, enfin un discours plutôt, qui n'était pas très cohérent. Et on peut dire que si Obama, qui ne réussit pas beaucoup en politique intérieure dans son pays, eh bien que sa politique étrangère est aussi... Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de signe
si vous voulez, de victoire de la part des États-Unis. Il n'y a aucune réussite et c'est plutôt un échec. 30 secondes, Yves, votre image de la semaine, c'est Michel Sapin. Pourquoi? Oui, alors c'est très symbolique. C'est Michel Sapin parce que je trouve qu'il symbolise la méthode Coué, la langue de bois, le ministre de l'économie et la langue de bois du gouvernement dans son ensemble et du président de la République. Quand il était ministre du Travail, il nous disait inversion de la courbe du chômage, mais si, ça vient. Bon, en réalité, c'est jamais venu. Il y a quelque chose d'obsessionnel chez lui dans le mensonge. Maintenant, il nous dit, il est ministre de l'économie, il dit il y aura 1% de croissance, 1% de croissance, 1% de croissance cette année. C'est faux, et même tous les instituts le disent, et s'accordent à dire que si on est à 0,5, 0,6, ça sera le meilleur. Le mensonge serait-il instauré en système dans notre pays? Voilà. Réponse la semaine prochaine. Merci messieurs, merci Yves Tréhard d'avoir été parmi nous cette semaine. Merci. Belle semaine à vous sur i24 News.